Peut-être je vous propose d'enchaîner peut-être avec la présentation d'Antoine. Antoine, si tu es d'accord en tout cas, et peut-être de revenir à des questions ensuite pour finir la session. Des questions qui auraient pu être posées notamment pendant la présentation de Pierre. Antoine, si tu es d'accord, je te passe la parole. C'est à Volontiers, toi. très bien. On enchaîne et on a effectivement quelques questions qu'on pourra combiner à la fin de la présentation. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille en réanimation chirurgicale à la Pitié-Salpêtrière et donc je suis très heureux de venir vous parler de la spécificité de la sédation inhalée chez les patients SDRA. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation d'aujourd'hui. Donc on en a un petit peu parlé, il y a effectivement un intérêt à sédater par voie inhalée et en utilisant des halogénés les patients qui présentent un SDRA. Et ça, ce sont des données qui nous viennent de la science, de la biologie, in vitro, ex vivo, mais également, on va le voir tout de suite, chez les patients, les vrais patients de réanimation atteints de SDRA. Donc les halogénés peuvent avoir un effet anti-inflammatoire, immunomodulateur. Ils peuvent avoir un rôle anti-stress oxydant et également aider à la résorption de l'alvéole inflammatoire, enfin de l'œdème pardon, inflammatoire qui inonde l'alvéole et l'espace interstitiel dans le SDRA. Et ça vient du fait qu'ils ont un rôle de stabilisation au niveau de l'épithélium, de l'endothélium, et qui calme l'inflammation au niveau des monocytes macrophages et des polynucléaires neutrophiles. Chez l'homme maintenant, et donc ça c'est l'étude de Mathieu Jabodon, publiée en 2017, qui est une des études qui a démontré un bénéfice également, en tout cas des signaux plutôt plus que rassurants, même avec un effet potentiellement favorable chez ces patients atteints de SDRA. Vous voyez sur le diagramme de gauche qu'il y a une dissociation des courbes du P sur F à J2, J3, donc peut-être un gain sur l'hémato, sur l'oxygénation des patients atteints de SDRA dans le bras qui était dans le groupe sédation par voie inhalée. Et vous voyez sur les diagrammes de droite en haut qu'il y avait chez ces patients-là moins de biomarqueurs inflammatoires retrouvés dans le plasma et moins de biomarqueurs inflammatoires retrouvés également dans l'alvéole. Et sur le diagramme du bas, vous voyez qu'il y avait également moins de S-RAGE retrouvés à la fois dans le plasma et dans l'alvéole, le S-RAGE étant un biomarqueur de lésion de l'épithélium alvéolaire. Et donc, cette étude était une étude qui laissait présager d'un effet bénéfique de ces halogénés dans cette pathologie. Il y a d'autres bénéfices, peut-être, que l'on peut envisager. Si, par exemple, vous êtes une équipe qui est plutôt favorable à laisser de la ventilation spontanée très précocement chez ces patients en SDRA, eh bien là, les halogénés vous permettront de faire ça. Dans cette étude où il y avait 30 patients dans les deux groupes, 30 patients propofol et 30 patients isoflurane, vous voyez que l'histogramme violet et l'histogramme correspondant aux patients sous isoflurane, vous voyez que quasi la totalité des patients, inclus dans ce groupe-là, avaient de la ventilation spontanée, alors que le groupe qui était sédaté par propofol, c'était beaucoup plus éparse. Et puis la plupart des patients, en fait, n'atteignaient pas de la ventilation spontanée et étaient complètement drivés par le ventilateur, par le respirateur. Le Covid-19 nous a montré que c'était possible aussi. On en a vu tout à l'heure avec une étude publiée sur une cohorte ventilée et inhalée par halogéné dans le cadre du SDRA associé au SARS-CoV-2. Et comme vous le montrent ces deux cohortes, publiées en 2020, c'est complètement faisable et c'est pas délétère. Et Pierre vous l'a montré tout à l'heure, c'est également une technique qui permet d'épargner évidemment l'hypnotique par définition puisqu'on le substitue, mais également d'épargner le morphinique si vous en utilisez pour sédater vos patients. Alors c'est devenu carrément une modalité de sédation qui est tout à fait retenue par les consensus, les conférences internationales, dont celle-ci sur la sédation des patients en SDRA, publiée en 2020. Vous voyez les astérisques rouges qui vous disent bien que vous pouvez, que vous vouliez, que vous désiriez atteindre une sédation profonde ou légère, vous pouvez complètement utiliser ce type de sédation inhalée. Pour les questions spécifiques, du coup, vraiment pratiques, au lit du patient, des patients qui sont donc sédatés par voie inhalée et qui présentent un SDRA, on avait choisi de traiter 5 questions. La première, c'est l'espace mort. Alors,
On l'a vu tout à l'heure avec le topo de Mathieu, on l'a vu également avec la démonstration pratique de Perrine. On l'a vu, effectivement, il faut être conscient et assumer le fait que quand vous mettez en place ce dispositif, vous allez générer au moins 100 millilitres de volume courant, alors que vous êtes en train de ventiler des patients qui ont une problématique quand même de compliance effondrée, avec donc peut-être des problématiques d'hypercapnie difficilement contrôlables, même si on reste dans l'hypercapnie permissive. Donc là-dessus, on vous encourage quand même à descendre au maximum le volume, l'espace mort engendré, généré, et donc plutôt choisir les dispositifs qui génèrent le moins. Donc par exemple, le Sedaconda, de dispositif de type small s, puisqu'on diminue de 50% l'espace mort avec 50 ml uniquement, qui pose quasiment plus de problématiques de ventilation du patient en SDRA. Néanmoins, si vous avez toujours une hypercapnie, vous savez qu'il faut adapter votre fréquence respiratoire jusqu'à la limite de l'autopep. C'est comme ça qu'on fait et qu'on contrôle cette hypercapnie permissive. Et puis je vous montre quand même dans certaines cohortes publiées une possibilité de montage alternatif et qui est validé par le fabricant pour Sedana, qui est la possibilité de mettre le vaporisateur encore plus en amont, la pièce en Y, sur la branche inspiratoire, comme sur le schéma indiqué, encadré en rouge, ce qui vous permet de vous débarrasser de cet excès d'espace mort. Néanmoins, dans cette cohorte publiée, les auteurs nous mettaient en garde que lorsqu'on fait ce branchement alternatif, on doit augmenter la vitesse de perfusion de la seringue, donc la consommation d'halogénés, pour obtenir une fraction expiratoire aux alentours de 1,2%. Il montait dans cette étude jusqu'à 12 à 13 ml/h, ce qui est vraiment supérieur aux posologies habituellement utilisées pour les mêmes types de sédation. La deuxième question qui m'avait été posée, c'était le DV, le décubitus ventral. C'est complètement possible, c'est encore une fois validé par les deux fabricants, que ce soit pour le Mirus ou le Sedaconda. La seule attention qu'il faut bien avoir en tête, c'est de bien garder la bonne orientation du dispositif. Regardez la flèche qui est bien vers le haut, et sinon pour Mirus, le réflecteur, c'est-à-dire le tube bleu, bien vers le haut également. Quelle que soit l'orientation du patient, il faut vraiment faire attention à bien situer ces deux parties vers le haut. Si vous respectez ça, il n'y aura aucun problème. Les halogénés et le monoxyde d'azote, maintenant, autre question vraiment pratique si vous utilisez le monoxyde d'azote dans le SDRA, eh bien oui, c'est possible, mais là, en revanche, ce n'est pas homologué. Donc les fabricants nous disent vous pouvez le faire, mais à ce moment-là c'est à votre responsabilité, on peut le faire. Il y a des cohortes, il y a des datas publiées dans la littérature, des études qui l'ont fait, qui arrivent à avoir vraiment une administration correcte de monoxyde d'azote. Attention, le warning ici, c'est si vous n'administrez pas bien le monoxyde d'azote au plus près du patient, c'est-à-dire entre l'évaporateur et la pièce en Y, vous risquez un sous-dosage. Donc toujours au plus près du patient, et toujours vraiment entre le vaporisateur et la pièce en Y. Et si vous respectez ça, il n'y aura pas de problème. Avant-dernière question, pratique pour le SDRA, l'ECMO. Et pas de problème pour combiner la sédation inhalée avec l'ECMO véno-veineux, c'est tout à fait possible. Voilà une photo qui vous présente un patient sur le ventre et avec une ECMO véno-veineuse. Il y a d'autres cohortes publiées qui montrent vraiment quasiment une centaine de patients sous ECMO et sous sédation. Ça se passe plutôt bien et il n'y a pas de problématique particulière. C'est faisable. Les patients apparemment sont sédatés avec des objectifs ciblés qui sont atteints sans être délétères. Enfin, la dernière question à laquelle on va essayer de répondre, c'est la nébulisation. Est-ce qu'on peut coupler la nébulisation quand on utilise la sédation par voie inhalée? La réponse est oui. Pour les deux fabricants, que ce soit Sedana ou que ce soit pour le Mirus, on peut complètement le faire, c'est homologué. Si on respecte le montage comme c'est inscrit sur ce schéma, c'est-à-dire la chambre de nébulisation entre le raccord annelé, ou entre la sonde d'intubation plutôt, et votre évaporateur. Si vous respectez ce montage-là, ça se passera normalement bien, comme sur la photo. La petite réticence qu'on pourrait avoir, c'est que quand on nébulise, il ne faut pas oublier que l'objectif, quand vous nébulisez une molécule, c'est de passer la 23e génération de subdivision bronchique pour aller atteindre la bronchiole terminale et l'alvéole. Et pour ça, il faut être sec.
Dès que vous humidifiez les voies aériennes, votre système va provoquer une augmentation du diamètre moyen des particules nébulisées et donc ça va se déposer partout sauf dans la bronchiole et dans l'alvéole. Donc là, le risque, c'est un sous-dosage de votre médicament et sur le schéma de gauche, vous voyez qu'il y a une baisse de l'efficience de nébulisation à chaque fois que les études publiaient un système qui était humidifié versus un système sans humidification. Donc attention parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on préconise sur la nébulisation en dehors du SDRA. Il faut couper l'humidificateur chauffant normalement, il faut enlever le raccord annelé, il faut enlever le filtre HME. Évidemment là, on ne peut pas le faire puisque, comme vous l'a dit Mathieu et Perrine, les systèmes sont couplés. Vous avez à la fois l'HME à l'évaporateur, donc on ne peut pas les dissocier. Donc comme sur l'image, vous voyez bien que là, il y a de la condensation, il y a beaucoup d'eau qui se condense dans la chambre de nébulisation et ça, vous allez dégrader fortement votre capacité à nébuliser correctement. Donc il faut juste en être conscient et peut-être doser, si vous pouvez le doser, votre molécule d'intérêt que vous avez nébulisée. Vérifier et monitorer en fait si ce que vous faites est correct et si vous nébulisez bien au bon endroit. En conclusion, l'espace mort, on l'a vu, c'est gérable. Globalement, ce n'est pas un frein, on peut le faire. Plutôt privilégier un modèle de type small avec 50 ml, adapter la fréquence respiratoire et vous avez toujours le montage alternatif où vous pouvez mettre l'évaporateur, en tout cas pour l'Anaconda, en amont sur la pièce, sur la voie inspiratoire. Le DV, pas de souci, attention à l'orientation de votre matériel, de votre évaporateur. L'ECMO, bien sûr, c'est compatible, a priori, c'est sécure, vous pouvez le faire. La nébulisation, c'est homologué, vous pouvez le faire, mais un risque quand même potentiel de sous-doser votre molécule nébulisée. Et le NO, vous pouvez le faire si vous le voulez, ce sera, voilà, c'est pas homologué, vous êtes hors homologation des fabricants. Et il y a un risque de sous-dosage, donc attention, toujours au plus près du patient, vraiment tout près de la sonde d'intubation. Merci de votre intention et puis on va donc répondre aux questions. Merci beaucoup Antoine. Juste pour tenir bien le timing qui nous a été imposé, on va être obligé peut-être de sélectionner des questions, c'est vous qui allez le faire. En tout cas, merci pour ces deux présentations qui, je pense, ont déjà permis de répondre à beaucoup de points pratiques. Mais je vous laisse poser peut-être une ou deux questions dans le temps imparti. Merci. Oui, du coup, on a eu plusieurs questions, notamment sur l'aspect financier. Du coup, est-ce que vous connaissez la fourchette de prix de ces dispositifs et est-ce que la sédation inhalée est plus économique que la sédation intraveineuse? Est-ce que vous avez une réponse pour ces questions? Pierre, est-ce que tu veux te lancer ou... Ouais, c'est une bonne question. La sédation inhalée, elle peut être perçue comme plus coûteuse, mais probablement on a une réduction des coûts indirects avec notamment un raccourcissement des délais d'extubation, un raccourcissement de la durée de ventilation mécanique, et donc peut-être une sortie d'unité un peu plus rapide. On l'a vu aussi sur la diminution de l'utilisation d'opioïdes. Mais c'est pas encore clairement démontré. Et puis pour les coûts directs, on peut imaginer que l'utilisation de la sédation inhalée pour des patients difficiles à sédater, avec des molécules standards, on va dire midazolam et propofol, qu'on obtienne une sédation plus efficace et donc probablement moins coûteuse en termes de quantité de produits et donc de coût de produit. C'est les deux remarques que j'ai. Voilà pour le coup. On avait fait, mais c'était sur peu de patients, en 2008, avant que j'arrive à Brest, ils avaient fait une évaluation du coût, c'était sur 10-15 patients, c'était comparable au reste. Mais bon, c'était une toute petite étude et tout n'était pas du tout pris en compte. Dans l'étude INACED là, qu'on fait, il y aura une évaluation économique jusqu'à la sortie d'hôpital. Merci beaucoup pour la réponse. Peut-être une dernière question plus pratique mais qui paraît important quand on travaille dans une réanimation polyvalente ou dans laquelle on peut peut-être gérer des neurolésés, des traumas crâniens avec hypertension intracrânienne. Y a-t-il une contre-indication à la sédation inhalatoire en particulier dans ce contexte de traumatologie crânienne avec hypertension intracrânienne? Allez, je me lance peut-être pour tenter de répondre à cette question. Officiellement, oui.
L'HTIC reste une contre-indication classique d'utilisation des agents halogénés. On sait depuis quand même maintenant quelques années que ces effets finalement sur le système nerveux central sont assez équivoques à cette sédation inhalée, que finalement les modifications théoriques qu'on peut craindre en termes de pression intracrânienne notamment sont finalement probablement assez modérées aux doses qui sont utilisées en sédation réanimation. Cela dit, bien sûr, là encore, la prudence qui fait que, en l'absence normalement d'un monitorage, et donc dans les équipes vraiment entraînées à cette technique, à ces patients, il est plutôt recommandé de ne pas utiliser la sédation inhalée chez les patients à risque ou ayant déjà une HTIC. Très bien, Mathieu, merci beaucoup. Est-ce que tu veux peut-être conclure ou il y a d'autres questions peut-être que Alors oui, je crois qu'on va devoir peut-être malheureusement conclure pour tenir à peu près le timing, qu'on a un tout petit peu dépassé déjà. Mais d'abord, en vous remerciant, Perrine et Pierre et Antoine, d'avoir participé à cette session. Je pense que vous avez quand même couvert et répondu à la plupart des interrogations que pourraient avoir ou qu'auraient pu avoir les internautes. On reste, je pense, joignable. Je parle au nom de tout le monde, mais s'il y a des questions complémentaires, bien sûr, qui auraient pu émerger. Je conclurai surtout donc en vous remerciant d'avoir suivi cette session, en espérant que ça vous a intéressé, en tout cas sur le plan de cette sédation inhalée. Il y a des développements industriels très importants, très rapides actuellement sur ce plan-là. Également une recherche très active. Mais de fait, une utilisation pratique qui est possible, qui est sécure, comme ça a bien été montré, pour peu qu'on ait des connaissances pharmacologiques, en tout cas des agents utilisés, du matériel bien sûr, et donc un entraînement, finalement, une formation des équipes. Quelque part, la même chose, si je dois le résumer comme ça, que pour les sédations intraveineuses. En tout cas, nos pratiques elles doivent être encadrées par tous ces éléments, et la sédation inhalée ne doit pas y déroger. Merci encore à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de congrès ISFAR 22 et un bon week-end. Au revoir. Merci à Au tous. revoir, Au revoir. merci.